Voilà, bonjour à tous. Donc, on m'a demandé aujourd'hui de vous rapporter un peu l'expérience notamment qu'il y a eu en 2020 à l'hôpital de jour de l'IHU pour le traitement ambulatoire du Covid. Et ça va me permettre de aussi faire un peu un point sur quelles sont les données de la littérature. Donc, et si on était un peu sérieux, donc on va voir un peu toutes les infos et toutes les intox qu'il y a eu autour de ce sujet. Et avec 11 000 patients, ça nous donne un certain recul. Historiquement, quel recul on a? On a en fait le quinquennat qui a été rapporté probablement du Pérou. Et en tout cas, le premier rapport écrit, c'est Robert Talbot qui l'a écrit à la demande de Louis XIV. Donc on a quand même 400 ans de recul et il soignait déjà à l'époque les fièvres intermittentes, ce qui correspond à ce qu'on appelle le palu aujourd'hui. D'emblée, Robert Talbot décrivait des effets secondaires potentiellement graves en cas de surdosage et en cas de mauvaise manipulation. Et par contre, décrivait que c'était une médecine qui était noble et tout à fait sécuritaire si c'était préparé correctement et administré par une main habile. Donc, évidemment, comme tout médicament, ça dépend de est-ce qu'on l'utilise à la bonne dose et chez les bonnes personnes de la bonne façon pour sa toxicité ou son efficacité. Depuis 1677, donc c'est dans la pharmacopée, donc c'est un médicament qui est c'est un des plus anciens médicaments. Et ça, c'est à mettre en perspective avec la situation actuelle. La situation actuelle, on a 117 millions de cas, on a 2,6 millions de décès. Globalement, les chiffres à la masse, ça fait une mortalité de 270 pour 10 000 patients. La situation, ça c'est des courbes épidémiques que vous connaissez, c'est juste voilà pour donner un peu une idée, c'est toujours évidemment quelque chose d'actualité. Et dans la littérature, quand on regarde même sur Internet, on peut trouver des sites qui collectent toutes les études qui ont été publiées, soit dans des journaux avec comité de lecture, soit des reports, avec 215 études, 187 000 patients, et 100% des études qui ont été retrouvées en précoce retrouvent un effet positif de l'hydroxychloroquine. 65% d'amélioration chez les patients quand c'est utilisé à un stade précoce. Le bénéfice semble moins important évidemment quand c'est à un stade tardif, ce qui est logique, mais en tout cas ce qui est rapporté par les études avec 25% d'amélioration. Et c'est quelque chose qu'on avait décrit et c'est quelque chose qui a été repris par ce site qui est tout à fait indépendant avec ce qu'on a fait, c'est que il y a probablement un biais avec l'Amérique du Nord. Alors avec quelque chose qui est significatif, donc 50% ici des études d'Amérique du Nord qui rapportent un effet positif, contre 85% des études qui ne sont pas publiées en Amérique du Nord. De notre côté, nous, on avait fait une étude systématique de toutes les études publiées en 2020 et identifié quels sont les critères qui pourraient prédire que l'hydroxychloroquine marche ou ne marche pas, est bénéfique ou pas. Ici, c'est un graphique qu'on appelle une analyse en correspondance multiple, c'est Sébastien Corteredona qui fait ça, et qui permet d'identifier donc en bleu, c'est les études qui sont plutôt en faveur d'une efficacité de l'hydroxychloroquine. Et en rouge, c'est les études qui sont plutôt en défaveur. Et on peut voir que les affiliations qui sont peu claires, les traitements toxiques, les études multinationales, donc en bref, les études négatives étaient associées avec un traitement toxique, un conflit d'intérêts potentiel, et certains pays comme les USA, le Royaume-Uni, le Brésil, et les études multinationales, notamment ce qu'on appelle les méga trials. De l'autre côté, on retrouvait des études donc avec un effet positif qui étaient associées avec un protocole thérapeutique détaillé, au moins un auteur qui était expert dans la matière, la discipline, c'est-à-dire infectiologue ou au moins interniste ou pneumologue, les études observationnelles monocentriques et beaucoup plus de pays différents étaient représentés dans ces études. En perspective, on peut regarder cette carte qui est toujours publiée dans les sites qui s'appellent c19study.com qui montre l'utilisation de la chloroquine dans le monde et de façon cohérente avec les études, les pays qui publient des études négatives pour l'hydroxychloroquine sont ceux où l'utilisation est limitée. Et on a un parallèle ici avec la mortalité, ça c'est Wikipédia, où on voit que par exemple le Royaume-Uni, on est à 1871 décès du Covid par million d'habitants, 1642 pour les États-Unis, donc c'est les taux de mortalité les plus élevés au monde dans les pays qui limitent son utilisation. Donc il semble y avoir une association entre les pays qui publient des études qui rapportent une efficacité de la chloroquine, les pays qui publient avec des conflits d'intérêts et les pays qui n'utilisent pas l'hydroxychloroquine et la mortalité par le Covid-19.
Une fois qu'on a identifié ça, donc on a trouvé que le principal déterminant était le potentiel conflit d'intérêts. Et quand on a discriminé les études avec un conflit d'intérêt en bas et sans conflit d'intérêt, ben, on retrouve un effet opposé évidemment, avec un bénéfice qui est tout à fait significatif, donc encore une fois dans plein de pays différents, alors que les études qui avaient un conflit d'intérêt montraient un effet toxique, et toxique de façon très significative. Donc ça peut aider à comprendre pourquoi on a des études contradictoires, pourquoi certaines études rapportent un effet bénéfique ou pas. Les Chinois, pourquoi les Chinois se tromperaient-ils? Je vous rappelle que c'est les Chinois au tout départ qui avaient publié dans le même journal Bioscience Trends au tout début de l'épidémie qu'il y avait des effets bénéfiques même s'ils n'avaient pas publié leur cohorte. Bah ici, ils viennent de publier notamment une cohorte de Shanghai où sur 600 patients, ils montrent que surtout quand l'hydroxychloroquine est utilisée tôt, dans les 5 jours après le test positif, il y a une amélioration significative du pronostic et une négativation de la PCR plus rapide dans le nasopharynx et dans les selles. Pourquoi les Chinois continueraient-ils à se tromper? C'est une bonne question. En France, le seul traitement qui est autorisé aujourd'hui en ambulatoire, c'est les anticorps. Philippe Broucky vous en a parlé la semaine dernière sur avec les difficultés liées à la perfusion intraveineuse, l'efficacité non démontrée sur certains variants, pas de données sur la mortalité, des effets secondaires sur les frissons, l'hypertension, les thromboses, 1 200 € le traitement, donc ça expose à un conflit d'intérêt potentiel et évident. Et dans l'article même du New England qui rapporte l'efficacité potentielle de ces anticorps, ils décrivent que 8% des patients avaient au moins 20% de séquences qui sont prédites pour résister à ces anticorps. Donc en fonction de la dose, la proportion de patients avec des séquences résistantes augmentait, donc 6% de patients, jusqu'à 10% des patients avaient déjà, quand on leur donnait des anticorps, des séquences qui prédisaient une résistance à ces anticorps. Alors pourquoi l'hydroxychloroquine? Une fois encore depuis un an, en faisant la biblio tout simplement sur le traitement ambulatoire, j'ai trouvé un essai randomisé en double aveugle publié dans le JAMA sur la fluvoxamine, un antidépresseur. Donc pourquoi un antidépresseur avec un essai randomisé dans le JAMA qui est quand même réputé pour être un excellent journal? Je suis allé voir un petit peu qu'est-ce qui justifiait ça. Donc déjà, il trouve un effet significatif, donc c'est une bonne nouvelle. Un traitement oral précoce en ambulatoire prévient l'aggravation quasiment à 100%. Et donc fait probablement mieux que le paracétamol, n'a pas d'AMM à ma connaissance dans le Covid. Et donc je suis allé voir la justification dans les données supplémentaires, et tout ça c'est basé sur une étude d'interactome. Une étude d'interactome, ça veut dire qu'ils ont regardé les protéines du virus et toutes les protéines humaines qui interagissaient avec les protéines du virus pour voir quelles sont les cibles potentielles qui pourraient interférer avec ça. Ils en ont trouvé 2 notamment, les récepteurs sigma 1 et sigma 2. Alors ils publient ça, c'est vraiment, on voit que la clémastine, la chloroquine, l'aldol, donc c'est un neuroleptique qu'on va peut-être pas donner en ambulatoire, enfin qui a des effets importants comme sédatif. Et on retombe sur la chloroquine, et ici on retombe aussi sur la chloroquine dans ces études interactomes. Ensuite, ils ont testé l'efficacité antivirale, et qu'est-ce qu'ils trouvent? Donc DMSO, c'est le témoin, et ils ont identifié donc 3 molécules. L'hydroxychloroquine, qui marche donc quand on met le médicament avant l'infection, au moment de l'infection, ou même après l'infection. Un composé préclinique, donc ça veut dire préclinique, ça veut dire utilisé chez l'animal, enfin c'est comme chez les cobayes, on va dire, et un autre molécule, la zotatifine, qui est un inhibiteur de la translation, de la traduction. Et au final, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que l'azotatifine est toxique. Quand vous voyez la viabilité cellulaire qui tombe au même moment que ça tue le virus, ça veut dire que c'est une molécule toxique. Donc à la fin, dans cette étude, ils ont cloné les 26 protéines du virus, ils ont identifié 330 interactions, 66 cibles de 69 drogues possibles. Donc à l'aveugle, ils n'avaient pas d'hypothèse au départ. Seulement 3 molécules avaient une activité antivirale. Parmi ces 3 molécules, il y en avait 2 qui ciblaient les récepteurs sigma et une qui interférait avec la traduction, mais cette dernière était toxique. Donc en pratique, sur les 2 qui n'étaient pas toxiques et qui étaient efficaces sur le virus, il n'y en avait qu'une seule qui était disponible, c'était l'hydroxychloroquine. Donc c'est une étude en plus qui n'avait pas d'a priori, puisqu'en plus elle était publiée par 2 équipes, une équipe de New York et une équipe de Paris, et de façon tout à fait étonnante, l'équipe de Paris n'a pas testé l'hydroxychloroquine. Alors est-ce qu'ils étaient en rupture de stock d'hydroxychloroquine à Paris? C'est une possibilité. Et en plus, quand on va chercher dans les données supplémentaires, les chiffres détaillés sont pas disponibles pour le centre de Paris, alors qu'elles le sont pour celle de New York. Il y a quand même certaines bizarreries. Il conclut le Nature en disant le manque de sélectivité de la chloroquine
pourrait être associé à la toxicité cardiaque qui a limité l'utilisation de l'hydroxychloroquine. C'est comme ça dans un article de biologie, hein, c'est pas des cardiologues. Et quand on va voir la référence qu'ils citent, donc la référence 54 ici, c'est une référence de Nick White. Nick White, c'est une sommité mondiale dans le palu et les antimalariques. Et en fait, l'article qui est cité, c'est un Lancet Infectious Disease sur les antimalariques en général, et qui dit qu'au final, oui, pour certains, il y a des problèmes, notamment la quinidine. On sait c'est un antiarythmique, la quinidine. Mais pour la chloroquine, il n'y a pas d'évidence pour une cardiotoxicité clinique après une administration orale aux doses de traitement habituelles. Et dans le même article, ils ont comparé la concentration attendue dans le plasma et la concentration attendue pour inhiber le canal HERG. Le canal HERG, c'est celui qui prolonge le QT. Et en fait, la concentration pour la chloroquine, elle est 14 fois, donc c'est le rapport entre cette concentration 8400 et 600, entre 4 et 14 fois la concentration dans le sang. Donc même les références qui sont utilisées dans la littérature pour dire que c'est toxique ne disent pas que c'est toxique aux concentrations utilisées habituellement. Alors, so what? C'est-à-dire que, bon, qu'en est-il vraiment de cette toxicité qui a limité notamment l'utilisation de la chloroquine dans le monde et encore en France? On voit que les médecins généralistes ne prescrivent très peu l'hydroxychloroquine, enfin nous, voilà, on le voit. Et donc au final, le mieux c'est de voir un peu les données qui ont été produites ici à l'IHU, notamment en ambulatoire, sur 8400 patients qu'on a traités par bithérapie en ambulatoire, hydroxychloroquine et azithromycine, à une posologie raisonnable après élimination des contre-indications. Donc c'est 200 mg 3 fois par jour, c'est 600 mg, c'est pas 2,4 g comme dans les études Recovery ou Discovery, avec des doses qui sont donc potentiellement toxiques. Donc ça a été fait avec Léa Delorme, notamment pour l'analyse des données. Le protocole thérapeutique, je ne reviens pas dessus, on avait fait une vidéo, évidemment, l'évaluation des contre-indications, notamment hypokaliémie, notamment cardiologiques, sont essentielles. Et à la fin, on retrouve 11 600 patients, 500 qui ont été admis immédiatement, donc les hospices directs, on va les appeler. Et donc on a 11 000 patients qui étaient des patients ambulatoires, c'est-à-dire qui sont rentrés, qui ont dormi chez eux après être passés à l'hôpital de jour. 10 800 sont restés ambulatoires et on a à peu près 300 qui ont été hospitalisés secondairement. Une autre présentation pour montrer, en fait, voilà, les verts, c'est ceux qui sont restés à la maison, les oranges, c'est ceux qui ont été hospitalisés secondairement, et les rouges, c'est ceux qui avaient été hospitalisés d'emblée. Et on a regardé un petit peu les 3 périodes pandémiques. Comme vous le savez, il a été décrit 3 périodes pandémiques avec du 17 mars au 15 juin, la circulation prédominante de la souche de Wuhan, la souche en Marseille 0, entre guillemets, avec plus de femmes que d'hommes qui sont venus à l'hôpital de jour, et une pyramide des âges, il y avait à la fois des personnes jeunes, des personnes âgées, un peu, voilà, la population générale. L'été dernier, donc du 15 juin à fin août, le variant correspondait à ce qu'on appelle le Marseille 1, qui était un variant beaucoup moins sévère d'après ce qui a été publié. Et en tout cas, à l'hôpital de jour, il touchait essentiellement les jeunes, puisqu'on avait un pic d'âge à 20 ans. Et effectivement, il y avait beaucoup de jeunes qui avaient fait éventuellement des activités festives. Et la 3e période actuellement, depuis le 1er septembre, on se retrouve avec quand même des gens qui sont plus âgés, plus comorbides. Donc en tout cas, entre la 1re et la 3e période, la population n'est pas plus jeune, moins grave. Au contraire, on a plutôt l'impression d'une population plus comorbide. Ici, on a représenté en fait les trois périodes. Vous voyez le nombre de cas qui sont pris en charge et les croix rouges qui sont les décès, avec l'utilisation de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine dès le début, et seulement depuis cet été, le zinc et la prévention anticoagulante. Ici, c'est simplement pour dire que la prise en charge précoce est une réalité grâce à cet hôpital de jour, puisque le délai médian entre l'hôpital de jour et les symptômes est de 4 jours, et entre le test positif et la prise en charge de 1 jour. Donc on arrive avec un centre de dépistage non restrictif et un centre ambulatoire à prendre en charge les patients de façon très précoce. Au total, 80% des patients ont eu la bithérapie, donc ça fait plus de 8000 patients. Aucun effet secondaire grave, aucune torsade de pointe n'a été constatée chez ces patients. On avait notamment regardé au début avec les cardiologues, avec 2 ECG chez au moins 400 patients, il me semble, et tous les patients qui avaient été contre-indiqués au départ
c'était eux qu'il fallait évidemment surveiller. Une fois qu'on avait fait un bon ECG au départ, il n'y avait pas de problème sur le QT ou la surveillance cardiaque. Sur la mortalité, on a comparé la mortalité des traités, des non traités, et puis un comparatif externe qui était le Diamond Princess, qui était une croisière avec un grand nombre de cas. Et on voit qu'on est dans des taux similaires, parce que dans le Diamond Princess, ils avaient tous été dépistés, pris en charge de façon la plus précoce possible, puisque c'était un environnement fermé. Et malgré tout, on a une mortalité encore plus faible que le Diamond Princess, et en tout cas, on n'a aucun décès avant 60 ans. Et ça, c'est quand même quelque chose qui parle, puisque avant 60 ans, la mortalité n'est pas négligeable en France et dans les pays développés, y compris dans les 50-60 ans. Donc, y compris avec les comorbidités, avec l'obésité, etc., il n'y avait aucun décès. Bien sûr, il s'agit de patients ambulatoires, c'est-à-dire capables de marcher, de venir à l'hôpital de jour et de rentrer chez eux. L'hospitalisation, on a eu 284 hospitalisations. En pratique, on a été un peu surpris, mais le traitement, la bithérapie n'a pas eu d'effet significatif sur le taux d'hospitalisation. Après, ils ont tous été pris en charge, bien entendu. Les autres n'ont pas été pris en charge, n'ont pas été laissés pour compte. Et on avait 30% d'hospitalisation en moins quand même en troisième période. Donc un variant différent, peut-être le zinc, peut-être l'anticoagulation. La réanimation, seulement 24 réanimations. Donc 24 réanimations sur 11 000 patients. C'est quand même pas beaucoup, 0,2%. Et pour la réanimation, il y avait une diminution liée au traitement qui n'était pas significative, mais vu le nombre de réanimations, on peut comprendre que c'est pas significatif sur 24 événements, et donc une diminution de 35% du risque de réanimation et une diminution de 50% du risque de réanimation de la troisième période par rapport à la première période. Donc, est-ce que c'est le suivi, notamment les D-dimères qui ont été faits de façon beaucoup plus fréquente, l'anticoagulation, le zinc, qui a permis ça? Ça restera à explorer. Et enfin, on arrive à la mortalité. Et la mortalité, au total, on a eu 17 décès sur les patients ambulatoires, c'est-à-dire qui sont rentrés chez eux. Donc, ça fait un taux de mortalité de 0,15% ou 1,5 pour 1000. Et chez ceux qui avaient eu la bithérapie, on était à 0,7 pour 1000. Donc 6 décès sur 8400 patients. Donc mortalité globale, donc c'est des chiffres quand même qui sont extrêmement bas par rapport à tout ce qui a été publié dans la littérature. Et de façon significative, la bithérapie réduisait le risque de décès par 75%. Et même si c'était pas significatif, encore une fois probablement à cause du faible nombre d'événements, la mortalité était diminuée de 40% en troisième période. Et notamment, on pense que c'est notamment les embolies pulmonaires. Grâce au D-dimer, on a à peu près une à deux embolies pulmonaires par semaine dépistées uniquement par les D-dimers. Avec toute l'équipe de l'hospitalisation, Jean-Christophe Lagier, Philippe Parola, on a regardé aussi les données, ils ont regardé les données des hospitalisés et puis on a pu analyser les parcours de soins, ceux qui avaient été admis après l'hôpital de jour, 2111 patients, et il a été regardé l'hôpital de jour comme un traitement. Est-ce que le fait de venir à l'hôpital de jour comme un traitement est associé à une mortalité différente pour le même âge, pour le même sexe, pour le même comorbidité, puisqu'on avait beaucoup plus de données pour les hospitalisés sur les comorbidités. Et le fait d'être venu en hôpital de jour précocement avec une prise en charge ambulatoire, ça veut dire le fait d'être venu à l'hôpital de jour, d'être rentré chez soi, pour le même sexe, le même âge, les mêmes comorbidités, le risque de mortalité était à 0,4, donc diminué de plus de 50%. Et enfin, on a regardé aussi même ceux qui étaient hospitalisés de façon tardive, qui ont été hospitalisés directement, c'est-à-dire qui arrivaient à l'hôpital de jour et qui étaient hospitalisés. Et de même, on retrouvait un risque relatif de 0,50, ça veut dire que le risque de décès en étant passé par l'hôpital de jour et hospitalisé directement était diminué de moitié. En bref, donc 8400 patients qui ont été traités par cette bithérapie, donc on a quand même un recul qui commence à être conséquent. 6 décès, les 6 décès ont tous été décédés avec des détresses respiratoires et pour 3 d'entre eux au moins une coagulopathie sévère. Aucun n'est décédé par un effet secondaire, aucune torsade de pointe n'a été constatée. Taux de mortalité globale qui est à 7 pour 10 000, 0,07%. Et chez les 60 ans, on est à 0,4% de mortalité. À mettre en perspective, donc, pour 10 000, on est à 7 pour 10 000, à mettre en perspective avec 270 pour 10 000 quand on regarde la mortalité globale mondiale. Bon, on est d'accord que ce n'est pas dénué de biais, mais c'est peut-être un des chiffres finalement les plus fiables. Dans la littérature, toutes les études ambulatoires qui avaient au moins un décès
étaient en faveur d'un bénéfice de l'hydroxychloroquine de façon précoce, sont représentés ici, soit dans la communauté, soit y compris dans les maisons de retraite. Donc les maisons de retraite, j'ai considéré que c'était pas hospitalisé, puisque on peut hospitaliser quelqu'un qui est en maison de retraite. Et donc il y a une étude qui vient de notre centre, mais il y a au moins 2 autres études qui concluent à une mortalité diminuée dans les EHPAD avec l'hydroxychloroquine précoce. Et une autre étude qui est partie de l'hospitalisation et chez qui l'utilisation avant l'hospitalisation d'hydroxychloroquine était associée à une mortalité diminuée. Ça a été publié dans eClinical Medicine. Donc en bref, avant d'être en détresse respiratoire, choisissez vos statistiques. C'est-à-dire souvent on a la critique, oui, mais vos patients en hôpital de jour sont pas très malades. Oui, mais est-ce que justement ils sont pas très malades parce qu'ils viennent en hôpital de jour? Donc à chacun de choisir ses statistiques. En tout cas, la preuve de contexte, la preuve de concept a été faite de la faisabilité et de l'efficacité du traitement ambulatoire. Donc notamment, on pense que le potassium, les D-dimères et le CG sont importants à évaluer, applicables en médecine générale. On a vu des patients ayant eu leur D-dimère en ville avec du Lovenox en ville. On peut faire un potassium en ville. On peut faire un électrocardiogramme si on est organisé en ville. Plutôt que le Doliprane, qui, à notre connaissance, n'a pas d'autorisation de mise sur le marché pour le Covid. Aucun décès chez les moins de 60 ans. Pas d'anecdote de myocardite fatale. Je dis ça parce que souvent, on a des gens qui nous disent moi, j'ai une aide-soignante, je connais quelqu'un, 33 ans, surpoids, dyspnée, appel d'un médecin par téléphone, restez chez vous, aggravation de la dyspnée, décès, autopsie, myocardite fatale, 33 ans. Donc, c'est des anecdotes fréquentes, et là, il n'y a pas d'anecdote. N'est-il pas temps de remettre les soins primaires, le médecin généraliste avec liberté de prescription au centre de la réponse du Covid? N'est-il pas temps de donner une autorisation d'utilisation à un traitement non toxique quand il est utilisé correctement et qui diminue de 75% le risque de décès en ambulatoire et de 35% le risque de réanimation? Je tiens à remercier donc tout ce travail, c'est quelque chose d'énorme qui a été fait notamment avec toute l'équipe de l'hôpital de jour, Hervé Tissot-Dupont, Catherine Diver, Carole Eldin, Isabelle Raveau, Christelle Tomei, tous les volontaires, tous les autres médecins qui ont contribué, toutes les équipes du dépistage, évidemment il n'y a pas de traitement précoce sans dépistage précoce, le labo, tout l'IHU, toutes les équipes qui ont analysé les données. Je vous remercie.